peu difficile de conclure une journée aussi riche. En tout cas, je voulais remercier très chaleureusement messieurs Laurie et Lebrun pour leur très belle et contagieuse énergie qu'ils nous ont donnée aujourd'hui et qui, j'espère, va pouvoir se transformer par là. Je vais fuir tout le monde. C'est formidable, vraiment franchement. Comment ? Non, ça va. Je vais quand même peut-être essayer de tirer de mon point de vue la substance qui est moelle, effectivement, mais vraiment de mon point de vue de cette journée. Et puis, libre à vous, en fait, de réagir à ce que je vous dirai. En tout cas, je pense qu'elle répond d'abord à la question que Madame la rectrice rappelait tout à l'heure, comment favoriser la réussite de nos élèves en agissant sur la qualité de notre engagement, de notre conception pédagogique, dans la confiance, en facilitant les apprentissages de tous. Alors le contexte, on l'a rappelé ce matin, n'est pas simple, puisque le numérique, on l'a rappelé, modifie depuis quelques années déjà dans ce marasme économique et technologique notre rapport au savoir, au pouvoir, aux autres, ça a été rappelé, d'où les tensions effectivement qui traversent notre système éducatif, notre école aujourd'hui. L'école ne transmet plus le savoir, puisque celui-ci est disponible aujourd'hui partout. Et l'objectif pour l'élève n'est plus seulement de produire des connaissances, mais j'ai vu dans les années 90 de produire des capacités, dans les années 2000 des compétences, et depuis les années 2010 des learning outcomes, c'est-à-dire prouver par une production ce qu'on est capable de faire. On a aussi montré l'importance ce matin des compétences transversales, au-delà des connaissances. On a parlé par exemple de l'esprit critique ou de la collaboration, du savoir-être, aussi de l'engagement. On voit bien que, comme le dit Michel Serres, avec le numérique, on n'a plus le cerveau vide, mais le cerveau libre. Alors ces freins à l'innovation, ils sont importants. On en a égrené pas mal. Déjà, pour l'enseignant, on a parlé du conformisme, qui sont propres à l'homme et à l'animal, puisqu'on a parlé avec l'anecdote des singes, effectivement, de ce conformisme important qui nous empêche d'avancer. On a parlé aussi de peur de l'inconnu, d'héritage culturel, catholique, pour nous, contrairement aux protestants qui auraient une longueur d'avance, depuis qu'ils ont choisi de divulguer directement la connaissance du livre, comme si tout cela était encore gravé un peu dans notre inconscient collectif. On a parlé aussi des idées reçues, les élèves seraient des particules élémentaires, des neuromythes aussi, qui traversent nos esprits, et des biais cognitifs qui empêchent les élèves, sans qu'ils en aient toujours conscience, d'accéder à la connaissance, en tout cas d'être mis en garde avec des images écrans qui viennent à 7, 4, 3 nous préoccuper l'esprit et ne pas se concentrer sur les enseignements. Alors les leviers, ils ont été nombreux aussi à être donnés ce matin et cet après-midi pour sortir l'enseignant du rôle du gardien du temps et du silence. Parmi les grands mots, j'ai retenu intriguer, donner du sens, poser des questions. Distinguer aussi l'essentiel, l'important de ce que j'enseigne et qui doit traverser, et qui ne doit pas être effectivement abordé dans une logique cumulative et traverser les programmes sans crainte. Créer aussi des liens entre les objets, on a vu le faire dans le palais mémoriel. Favoriser aussi les répétitions espacées pour permettre de creuser des sentiers dans la jungle et dans la forêt. Et ma maître question est-elle toujours à quoi faut-il prêter attention ? Alors il n'y a pas eu de recette dans les neurosciences, j'ai bien compris. Je suis aujourd'hui un neurosceptique. Mais je pense qu'il ne faut pas craindre, en tout cas, les contraintes de l'environnement. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai aujourd'hui ? C'est ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui d'innover en dépit des contraintes ? On a parlé des lourdeurs d'effectifs, par exemple. Alors, on a aussi cet après-midi en atelier parlé de l'agilité didactique, avec ce cycle de réflexion-action, j'y reviens pas, qui permet d'identifier, de scénariser, de s'approprier, de créer, d'expérimenter, d'adapter. On a également parlé du principe des variétés, qui est un principe, si je me rappelle bien, cher à La Fontaine, cher à Mozart aussi, on a parlé de Mozart ce matin, et au baroque, puisque
le mouvement et la variété font l'essence du baroque. Et on a fait une focale importante tout le long de la journée sur les classes inversées. Ces modèles de classes inversées au pluriel, de classes renversées, qui nous permettent de penser différemment l'apprentissage à distance, en présence, d'optimiser les temps de la classe pour qu'il soit vraiment réalisé l'activité des élèves, notamment en collaboration, sans remettre en question le cours magistral quand il fait sens et qu'il répond à un besoin. J'ai beaucoup aimé aussi le schéma, en tout cas, vous savez, en abscisse et en ordonnée, cette possibilité plurielle des classes inversées qui vient jouer sur le double rapport au rôle et au savoir et qui permet d'en inventer de multiples avatars. J'ai aussi été sensible aux utopies qui sont nées du premier atelier, de toutes ces utopies effectivement des collèges de demain et d'aujourd'hui, dont on veut effectivement voir la naissance, avec aussi une attention aux approches différenciées, l'approche différenciée des contenus, des produits, des procédés, des structures, et puis l'interrogation. Est-ce que tout cela est valable? Que nous dit la recherche? J'ai retenu de cette question 2 réponses. D'abord que l'idée de la classe inversée, elle est indiscutablement une vertu pour permettre aux élèves les plus en difficulté de réussir. La deuxième réponse, c'est que la réussite des classes inversées, elle est difficile à évaluer aujourd'hui parce que nous évaluons la réussite de nos élèves à l'aune des connaissances, des acquisitions de connaissances et pas suffisamment des compétences transversales qui sont pourtant indispensables effectivement à aujourd'hui et à demain. Donc le jeu en vaut la chandelle, en tout cas j'en suis persuadé, je pense que tout le monde aujourd'hui en est persuadé aussi. Et je pense que nous allons dans cette académie former nos enseignants comme nous souhaitons former nos élèves, que nous allons aussi faire surgir des talents de praticiens qui seront là effectivement pour coacher, animer, accueillir leurs pairs dans leur classe et effectivement faire naître ces belles utopies que nous souhaitons effectivement voir émerger pour la réussite de l'éducation nationale qui est aussi capable, je pense, au-delà effectivement de la caricature qui nous effraie parfois de ce qu'elle est, de faire naître de belles initiatives. Je vous remercie.